On peut démarrer. Le timing est serré, Guillaume me regarde. Donc je vous propose qu'on démarre. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Nous enchaînons après Madame Valentin, toujours autour du sujet de la transition écologique, mais avec un focus sur la transition énergétique, avec un retour d'expérience et regard croisé entre le CHI de Mont-de-Marsan et l'association des élèves directeurs d'hôpitaux autour effectivement de ce thème. Je vais commencer par des présentations avant de lancer les questions. Tout d'abord, on accueille donc le CHI de Mont-de-Marsan avec Madame Carnielli, donc directrice générale adjointe en charge aussi de la communication, et qui prendra la parole donc pour le CHI de Mont-de-Marsan, accompagné de Monsieur Campestre, qui est également directeur adjoint sur le CHI de Mont-de-Marsan et responsable développement durable. Donc voilà, je vous compléterai le cas échéant. Nous avons également le plaisir d'accueillir Emmanuel Leclerc, qui est membre du bureau de l'association des élèves directeurs d'hôpitaux. Votre titre exact, c'est voilà, élève directeur d'hôpital et actuellement aussi en stage au Novo dans le Val d'Oise. Et Monsieur Nicolas Dumas, directeur du développement bâtiment chez Engie Solutions, pour animer cette table ronde. Ce que je vous propose, c'est de rentrer très vite dans le vif du sujet sur notre problématique de la transition énergétique, justement en apportant ces éléments concrets sur les établissements, sur la vision qu'en ont également les futurs décideurs publics que représente l'AEDH, et également en tout cas notre regard d'industriel à travers Engie Solutions. Et moi-même, excusez-moi, donc Monsieur Marcel, directeur marché santé et autonomie chez Engie Solutions. Alors la première question pour introduire le sujet, c'est de vous demander à toutes et à tous, en tout cas pourquoi la transition énergétique représente donc un enjeu pour les hôpitaux, de manière à poser un peu le cadre, et puis quel regard les décideurs hospitaliers y portent et les futurs décideurs également. Je vous propose de donner d'abord la parole au CHI. Commence avec vous, Vincent. Oui, merci. Bonjour, oui. Alors pourquoi management d'innovation et CHI de Mont-de-Marsan? Peut-être vous posez-vous la question. En fait, c'est parce qu'on a été parmi les premiers à avoir une chaufferie biomasse sur l'hôpital, puisqu'elle a ouvert, elle a été finie de construire en 2019 et elle est exploitée depuis 2020. Donc chaufferie biomasse, c'est fait à partir de l'exploitation du bois. Et pour vous le dire en 3 chiffres, c'est une puissance de 1,3 MW. C'est 5000 tonnes de carbone qu'on économise depuis sa création. Et c'est enfin 4 millions d'euros de coûts, dont 1 million qui a été couvert par une subvention de l'ADEME, puisqu'on était sur un schéma où le bois qui sert à l'exploitation de cette chaufferie doit venir dans un rayon de moins de 100 km. Voilà, c'est par ce caractère un petit peu novateur qu'on a été récompensé d'ailleurs par le prix de la transition énergétique de la Fédération hospitalière régionale Nouvelle-Aquitaine Occitanie en octobre dernier. Et peut-être pour terminer, la place en tout cas de ce sujet de transition énergétique dans votre projet d'établissement et la stratégie du CHI en tout cas sur la transition écologique. Oui, mais là je pourrais en parler très très longtemps. Alors non, mais quand même un mot. Donc on a inscrit le projet transition énergétique qui est dans notre projet développement durable, qui est lui-même partie intégrante du projet d'établissement, puisque vous savez que c'est une obligation que nous avons, mais que nous avons eu à cœur surtout de mettre en avant. Très bien. Merci. Emmanuel, si je vous donne maintenant le micro, voilà, votre regard un petit peu sur cet enjeu. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on m'a donné la lourde tâche de porter le regard d'une promotion d'élèves directeurs sur le sujet de la transition écologique. Et pour ça, il me semble important de rappeler quelques éléments de contexte rapidement, avec deux constats, parce que il me semble qu'il y a une dangereuse petite musique qui tente à s'insinuer dernièrement et qui pourrait peser assez lourdement sur l'avenir de la transition énergétique en matière de santé. Premier élément de cette petite musique, c'est
les velléités que l'on entend dernièrement de suppression des agences en matière de l'environnement. L'ADEME a failli en faire les frais très dernièrement avec des projets en ce sens. Et alors même que ces acteurs sont des relais essentiels pour le monde hospitalier pour financer et penser ces projets, parce qu'on est dans un contexte, nous, en futurs élèves directeurs et futurs directeurs, on arrive à l'hôpital dans un contexte où, je crois que selon la dernière enquête de la FHF, il y a à peu près 60% des établissements qui sont en insuffisance d'autofinancement en France. Donc, on est face à véritablement des difficultés à porter ces investissements très importants. Et donc, face à ce risque de régression ou d'immobilisme, se pose vraiment la question pour nous d'arriver à continuer à porter ces projets d'engagement en faveur de la transition énergétique et trouver des solutions innovantes pour ça. Et pour ça, justement, on ne peut pas compter que sur nous-mêmes et on a besoin aussi d'être accompagné par les acteurs industriels, les entreprises innovantes qui ont pu développer des solutions en ce sens. Donc c'est aussi le sens de ma présence ici aujourd'hui, en fait les 1 an de rencontre avec Julien Marcel, qui nous apporte aussi une expertise à nous, élèves directeurs, sur ces sujets-là. Je vais un mot peut-être, Nicolas, justement, pour donner ce regard et cette vision d'industriel. Merci Julien. Un élément clé, NJ Solutions a créé il y a quelques mois une direction dédiée au patrimoine foncier et à l'amélioration des bâtiments, quels qu'ils soient, que ce soit un hôpital, un EHPAD, un aéroport, d'améliorer la gestion de l'énergie, la réduction des consommations et la réduction des émissions carbone. C'est un choix stratégique très fort de pouvoir mobiliser des centaines d'expertises sur cet enjeu stratégique de la transition énergétique à la maille d'un bâtiment. Alors la raison, elle est très simple, et je vais prendre l'exemple du secteur hospitalier. Il y a plus de 100 millions de mètres carrés qui sont dédiés à la santé et à l'autonomie en France, et il y a près de 50% de ces surfaces que l'on considère comme vétustes, qui ont plus de 30 ans, 40 ans d'ancienneté, et qui aujourd'hui sont des passoires thermiques dans lesquelles les consommations sont en moyenne de l'ordre de 2 fois ce qu'elles devraient être à l'horizon 2030 dans le cadre des directives européennes. Donc l'objet de la transition énergétique à l'enjeu, ramené à l'enjeu de la santé, c'est un enjeu stratégique, bien évidemment pour la planète, bien évidemment pour les économies et les finances de la santé, et bien évidemment pour le confort des occupants et des patients, et donc quelque part l'amélioration de l'outil santé. Donc merci à tous les 4 en tout cas d'avoir posé un petit peu ce cadre général. On va redescendre à la maille de l'établissement de Mont-de-Marsan, de cette belle région des Landes, pour justement revenir sur aussi notre présence sur cet espace innovation. L'innovation, quand on discute avec le fonds FHF et on partage cette vision, je pense, tous ici autour de la table, c'est qu'elle n'est pas que technique et technologique, même si évidemment elle fait partie du cœur de ce sujet, mais elle peut être aussi organisationnelle, humaine. Et c'est aussi là-dessus que, avec le CHI, nous avons insisté, en tout cas sur l'organisation de cette table ronde. Donc, je me tourne maintenant vers Madame Carnielli, peut-être pourquoi, selon vous, cette transition énergétique peut être au cœur de cette innovation humaine et organisationnelle. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, au-delà de l'enjeu économique, on l'a dit, on le redira tout à l'heure dans la question des freins, pour nous, il y avait un vrai enjeu de pouvoir faire changer les comportements. Je pense que l'hôpital a aussi une responsabilité. Du coup, l'enjeu de faire attention à sa consommation, ça passe aussi par notre quotidien à l'hôpital. Premier enjeu. Virginie Valentin l'a dit tout à l'heure, il y a la question aussi de l'attractivité et de la fidélisation des professionnels, puisque finalement on sait que le développement durable est une valeur qui est très portée par les jeunes professionnels. Donc c'était aussi important qu'on puisse être à la hauteur des attentes des jeunes. Donc c'est pas ça qui va nous faire recruter de façon magique pléthore de professionnels, mais ça peut permettre en tout cas d'accompagner une attente forte à laquelle il serait dommage de ne pas répondre. Et enfin, c'est la question du sens. Voilà, on l'a dit aussi, on le dit souvent à l'hôpital, mais c'est demander aux agents, aux professionnels de s'engager, mais dans un projet dans lequel ils croient et où on y met du sens et du cœur. Voilà.
Et les équipes vous suivent là-dessus, concrètement? En fait, les équipes, elles sont demandeuses. Elles sont intéressées par le cap qu'on va porter au niveau de la gouvernance. Et quand elles comprennent l'intérêt, on peut penser par exemple au tri des déchets, etc. Quand on leur fait comprendre pourquoi c'est important, évidemment qu'il y a une attente très forte aussi des équipes. Emmanuel, pour compléter les propos et avoir voilà, par rapport à votre position de directeur en devenir, quelle opportunité et comment cette innovation organisationnelle vous la présentez? Oui, alors je vais commencer par un point d'accord avant de marquer une légère nuance par rapport à ce qui a été dit. Sur le point d'accord, c'est tout à fait exact que la transition énergétique n'est pas du tout, ou n'est peut-être même pas d'abord un sujet technique. Il y a effectivement l'aspect organisationnel, ressources humaines, embarquement des équipes qui est essentiel. Maintenant, sur le point de nuance peut-être, j'entends beaucoup dire effectivement que les jeunes directeurs, les jeunes diplômés, jeunes managers seraient beaucoup plus engagés dans la transition écologique ou énergétique. J'apporte peut-être une petite nuance par rapport à ça parce qu'il n'y a pas d'automaticité en fait de ce constat. Ce qui est vrai, c'est que il me semble que quand on reprend les enquêtes qui avaient été faites au global par LinkedIn et d'autres acteurs de plateformes de réseaux sociaux, ressources humaines, il y a effectivement 76%, je crois, des jeunes diplômés qui sont en attente d'un premier poste où des valeurs environnementales sont ancrées, importantes et mises en avant. Mais en même temps, si on prend aussi d'autres études, on remarque que le climato-scepticisme ou le climato-agnosticisme est aussi plus répandu chez les jeunes. Je crois qu'il est à peu près à 46% contre 37% sur la moyenne de la population. Donc faire peut-être attention à cette idée reçue. Maintenant, c'est vrai qu'en ce qui concerne la promotion des élèves directeurs d'hôpital, c'est un sujet qui a été vraiment pris à bras-le-corps. Il y a eu un certain nombre de formations qui ont été initiées par les élèves directeurs et des interventions dans des salons comme Santexpo, mais aussi à des journées de formation des directeurs qui prenaient leur poste de directeur général. Donc, il y a un véritable engagement. Après, ce qui est absolument essentiel pour la suite, ce qui est une attente réelle, c'est que quand ils prendront leur poste, mes camarades élèves directeurs ne soient pas attirés par une fiche de poste qui mettrait justement en avant toutes les actions que l'établissement impulse en faveur de la transition, mais qui derrière ne se retrouveraient pas soutenus par leur équipe de direction ou se rendraient compte que ces actions sont insuffisantes au regard de leurs ambitions réelles. Voilà le petit point d'attention sur lequel je voulais insister. Merci Manuel. D'ailleurs, Nicolas, peut-être montrer que même si côté industriel, on apporte des éléments techniques, technologiques, c'est bien aussi sur les comportements et les pratiques qu'on peut achoper en termes d'atteinte d'objectifs aussi de notre côté. Alors, avant d'aborder ce sujet-là, moi je vais vous partager une conviction. Je ne suis pas agnostique, j'ai la foi. Et j'ai une conviction qui est ancrée et qui est portée par Engie, c'est que le défi de la transition énergétique, nous n'avons pas le choix. On doit l'appréhender de façon rationnelle, de façon lucide, de façon pragmatique. Ce n'est plus normal d'accepter d'avoir des bâtiments qui chauffent la fenêtre ouverte, d'avoir des chauffages qui ne sont pas régulés la nuit, d'avoir des chasses d'eau qui fuient, d'avoir un patrimoine foncier qui a des DPE inacceptables. Ce n'est plus normal pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on le doit à notre jeunesse, et quelque part l'héritage que nous laissons, c'est une responsabilité individuelle et personnelle que nous portons. La deuxième chose, c'est que l'énergie, elle devient rare. Quand il y a 20 ans, on mettait en marche la chaufferie fuel, on faisait le plein tous les mois et on se posait pas de questions, c'était un autre temps. Aujourd'hui, l'énergie est rare et elle est polluante dans une proportion significative. Donc, ces sujets de transition énergétique ne peuvent faire l'objet de la part des dirigeants que d'un engagement et d'une conviction profonde. Et c'est dans ce sens-là qu'Engie Solutions essaye d'évangéliser et d'accompagner ses clients. Maintenant, je reviens à ta question. Le sujet de la transition énergétique, et ça sera mon message central, c'est un sujet global. Ça ne peut pas être qu'un sujet technique. C'est un sujet comportemental, c'est un sujet écologique, c'est un sujet technique, c'est un sujet sociétal, c'est un sujet digital. Donc, à partir du moment où on est dans cet enjeu
fondamentale pour la société. On doit tous se mettre en ordre de bataille pour appréhender globalement les défis. Et mon troisième message, c'est pas un message de très positif, c'est qu'il n'y a pas de solution technique miracle. Il n'y a plus de solution technique miracle. Il y a 20 ans, on changeait le fioul en gaz, on était content, on réduisait les émissions carbone un petit peu, on réduisait les consommations, ça coûtait moins cher, on était content. Et puis ensuite, il y a eu la vague des cogénérations et des biomasses. Et là aussi, on a été très heureux parce qu'on a encore amélioré les choses. Mais on ne s'est pas attaqué au cœur du sujet. Quand on remplace, excusez-moi, au cul d'un hôpital, une chaudière gaz par une chaudière biomasse, on n'a rien changé. Le sujet, le défi aujourd'hui, c'est d'appréhender le système, la boîte centre hospitalier ou EHPAD, en disant quels sont les besoins, quels sont les flux d'énergie, les flux d'eau chaude, les flux de gaz technique, les flux d'eau, les flux d'air, de manière à ce que l'on puisse, dans chacune de ces briques, trouver les solutions techniques qui viendront apporter les résultats attendus. Et mon message clé, c'est que comme il n'y a plus de solution miracle, le défi de demain, c'est un défi technologique. C'est un défi d'investissement, c'est un défi d'ingénierie qui ne pourra prendre son sens que si le défi managérial et sociétal est mis en œuvre derrière. Si les jeunes sont formés, si les jeunes sont éduqués, si on fait de la pédagogie sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je prends l'exemple de la crise sur l'eau qu'on a eue, non, sur l'énergie qu'on a eue en 2022. Sans rien faire, uniquement en disant « Attention, il n'y a plus d'électricité en France ». La consommation a baissé de près de 10%, uniquement par le comportement des Français qui ont réduit et fait attention. Eh bien, cette composante-là, elle est essentielle pour venir compléter les défis technologiques. Merci Nicolas. Alors justement, pour compléter en tout cas et rajouter de la complexité dans cette approche où l'innovation est essentielle, et le management de l'innovation. Donc Camille, si on essaye de rajouter la logique de conciliation de toutes les obligations juridiques, éthiques et morales, qui sont nombreuses à l'hôpital et parfois paradoxales sur certains aspects, notamment écologiques, et la contrainte financière, comment vous appréhendez ces sujets-là, comment finalement cette logique d'innovation peut vous aider à réfléchir autrement? Oui, on vient un petit peu de le dire. L'idée, c'est de voir pas les petites actions qu'on va pouvoir mettre en place, même si une chaufferie biomasse, c'est pas une petite action, puisque ça a mobilisé des équipes. L'idée, c'est d'avoir ce diagnostic global à l'échelle de l'établissement, où on puisse avoir un vrai programme pluriannuel qui soit intégré dans un projet d'établissement, on l'a dit, mais pour pouvoir un petit peu avoir cette orientation stratégique globale sur l'ensemble de ces axes qu'on pourra suivre mois après mois, année après année. Alors c'est vrai que c'est pas magique, il y a des vraies contraintes financières, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup moins de cofinancement. On parlait de la fragilité des organismes tout à l'heure. C'est vrai que par exemple la disparition de l'ADEME, ça serait une vraie perte. On n'est pas des experts du développement durable, donc pour nous c'est aussi des sources importantes. Donc la contrainte financière, là aussi le faible aussi retour sur investissement de notre investissement en termes de développement durable. On le sait qu'il y a un retour sur investissement, mais il n'est pas immédiat. Du coup, en attendant, comment on emprunte quand on sait que les hôpitaux sont clairement en déficit et pas que sur des actions de développement durable. Donc en fait, il y a des vrais choix à faire. Mais je crois qu'il ne faut pas se laisser piéger par la volonté de faire vite, tout de suite, des petites actions qui pourraient avoir du sens, mais ne pas perdre de vue ce projet global qui est, à mon avis, le squelette d'une action cohérente pour faire sens auprès des professionnels, auprès des acteurs locaux, confère ce qu'on disait juste avant. Emmanuel, peut-être, pour compléter également sur cette gestion de la complexité. Oui, alors plusieurs éléments. D'abord, dans le paysage, si on regarde un peu, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a un nombre croissant d'obligations. Je pense à la loi climat résilience, à la loi d'orientation des mobilités, sur tous ces sujets de transition énergétique. Sauf que là où le secteur privé a des incitations qui sont fortes en matière de compliance, d'image de marque, de sanctions pécuniaires, pour nous c'est un peu
une morale sans obligation ni sanction. Donc ça rejoint ce que je disais initialement. On a beaucoup, quand on présente des projets en matière de transition, quelque bien ficelés qu'ils puissent être, quelque qualitatifs que soient les sources de financement, quand on présente ces projets-là à son ou sa DG ou à son CODIR, on a souvent deux réflexes. Le premier réflexe, c'est est-ce qu'on est obligé de le faire et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Parce qu'on conçoit tout à fait qu'il y ait d'autres investissements qui soient priorisés parce que la vocation de l'hôpital, le métier originel n'incite pas nécessairement à s'intéresser aux objectifs de transition. Ça change, mais on constate quand même cette réticence-là. Et deuxièmement, c'est d'identifier d'abord les facteurs de complexité. Malgré tout, dans ces éléments de paysage, il me semble que ce qui apparaît à ce stade comme des obstacles peuvent en fait se transformer assez rapidement en aiguillons parce que il y a des retombées positives en matière de communication autour de l'image de l'établissement. Il peut y avoir sur certains projets un portage fort des équipes soignantes qui renforcent aussi leur implication dans le travail, mais ça nécessite bien sûr que la direction soit très hautement sensibilisée sur le sujet, et ça ne peut pas venir malheureusement des jeunes managers. On pourra faire tous les efforts de lobbying qu'on voudra, si on n'arrive pas à être suivi, si ces éléments de culture, d'approche globale de la santé ne sont pas partagés à tous les niveaux, je pense qu'on n'arrivera à rien et on se battra contre des moulins à vent. Maintenant, il y a un hiatus qui me semble assez intéressant à souligner dans ce qu'on observe en tant que jeune manager quand on regarde les projets de transition écologique et énergétique, c'est qu'il y a un fort engouement des équipes soignantes pour les petites actions, par exemple de la lutte contre le gaspillage alimentaire, un travail sur l'usage des gaz médicaux au bloc, tout ce genre de solutions qui ont été proposées dans les rapports de l'ADEME, qui font quand même l'objet d'évaluations positives, mais qui n'ont pas du tout l'ampleur des actions qui seraient nécessaires pour engager vraiment la transition énergétique, actions qui, elles, au contraire, font l'objet d'un attrait bien moindre, et ce qui fait aussi qu'on a du mal à les vendre aux équipes de direction. Donc il y a un savant mélange qu'il faut trouver entre l'engagement des équipes avec ces petites actions et en même temps le portage de grands projets. Oui, pour compléter et donner un message d'espoir quand même aux référents d'aider qui sont dans cette salle, on a des modes de financement quand même qui existent, puisqu'on parle d'innovation, mais c'est vrai que c'est dans le développement durable que je crois on innove le plus en matière de financement. Parce que d'une part, on a des systèmes de tiers investisseurs qui peuvent vous financer notamment des installations photovoltaïques, qui fait que vous allez rembourser sur l'économie de la facture d'électricité que vous ne payez plus, puisque cette partie que vous produisez, vous l'autoconsommez. Ça, c'est quand même un mode de financement qui est plutôt sympathique. Vous en avez aussi un autre qui est beaucoup plus traditionnel, si je prends des secteurs comme la géothermie, qui est aidé par l'ADEME. Vous pouvez bénéficier de prêts dédiés, notamment de la Banque des Territoires. Là, vous aurez accès à un taux d'intérêt qui est très intéressant puisqu'il est indexé sur le livret A. Et vous pourrez rembourser en 20 ans. Donc là aussi, vous aurez un retour sur investissement immédiat, puisque l'économie de gaz que vous ferez plus avec la géothermie sera beaucoup plus importante que le remboursement de l'emprunt que vous aurez sur 20 ans. Donc, ce que je veux vous dire, n'hésitez pas à regarder, il y a pas mal de moyens de financement, on peut avancer et il faut positiver là-dessus. Nicolas, peut-être pour compléter également ? Parmi les dispositifs qui existent, il y a aussi les certificats d'économie d'énergie qui sont sur des opérations plus petites, mais qui peuvent générer 2 millions, 3 millions d'aides, de subventions qui vont venir bonifier une opération. Tout à l'heure, on disait que le monde de demain était un monde complexe. L'enjeu que nous avons, c'est d'accompagner les partenaires de la santé dans l'ingénierie technique, dans l'ingénierie contractuelle et dans l'ingénierie financière, de manière à trouver l'optimum qui corresponde aux capacités et aux besoins du monde de la santé. Il y a une foultitude d'outils qui existent.
des outils très anciens, les PPP, et puis il y a des outils très modernes qui sont récents, qui sont encore peu utilisés. Je pense notamment au marché global de performance à paiement différé, qui a été l'objet d'une loi de 2023 qui est en cours d'expérimentation jusqu'en 2026. On espère une prolongation. Moi, je crois très fermement à cet objet. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse à des projets de toute taille. Que ce soit un projet à 300 000, 400 000, 500 000 euros ou un projet à 10 millions, il peut permettre d'accompagner le client. La deuxième chose, c'est qu'il ouvre la porte au tiers financement. Et la troisième chose, c'est que le client, l'hôpital, reste maître d'ouvrage. Ce qui n'est pas le cas dans un PPP. Et ça change tout. Donc quelque part, ce type d'objet, on est prêt à vous accompagner bien évidemment. Il y a un enjeu, un terreau. L'ADEME a annoncé il y a quelques jours le lancement d'un appel à projet pour le mois de juin, de manière à pouvoir financer par des fonds de l'ADEME les études sur les 10 premiers projets qui vont être remontés. Donc je suis à la recherche de ces 10 premiers projets et je suis à votre disposition pour qu'on tienne ce sprint de début juin et qu'on vous aide à obtenir ces subventions. Merci Nicolas. Avant-dernière question de cette table ronde, cet échange, et je pense que là aussi on aura peut-être des points de vue ou des avis contraires, ou en tout cas, ou peut-être complémentaires. Question assez classique, mais là je commence par l'établissement que représente le Centre hospitalier de Mont-de-Marsan sur les facilitateurs en fait finalement. Sur ces sujets complexes, on est monté en tout cas sur la difficulté de devoir articuler les facteurs humains, la logique financière, mais finalement quels sont les facilitateurs, mais aussi les freins, quelles ont été les bonnes et les mauvaises surprises aussi sur votre projet. Camille, peut-être tout d'abord. Oui, on va le faire à deux voix. Donc les facilitateurs, ou en tout cas les éléments incontournables, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, il y a la question de la gouvernance. Je crois que vraiment, on ne peut pas mener un projet comme tout axe du projet d'établissement si on n'a pas une direction médicale, générale, administrative qui est convaincue par le sujet. Voilà, parce que à la fois on n'a pas le choix et à la fois il faut le porter avec des valeurs auxquelles on croit. Pardon. La question aussi des acteurs. Voilà, Engie a été un facilitateur, notamment dans le cadre du projet de la chaufferie biomasse. La question aussi des acteurs, de nos acteurs, c'est-à-dire identifier dans nos établissements les professionnels relais qui vont aussi porter au quotidien ce qu'on va vouloir porter, parce que c'est eux aussi sur le terrain qui doivent être les meilleurs ambassadeurs finalement de la transition énergétique. Et puis peut-être les freins, avant de laisser la parole à Nicolas, il y a la question du temps. Parce que souvent, on voudrait que ça aille très vite, que ça soit de suite très visible, pour de suite qu'on puisse communiquer. Mais en fait, il y a quand même des éléments qui prennent du temps, il faut accepter. Et puis la question du coût, puisque effectivement, avec nos freins à l'investissement, c'est difficile de pouvoir porter un projet quand on en a plein d'autres à mener, qui sont incontournables, obligatoires, pour tout de suite. Peut-être Nicolas, j'ai oublié les freins. Non, c'est relativement complet. Mais pour rebondir sur un plan effectivement plus général, et comme le disait Emmanuel au début, même si on a une équipe de direction qui n'est pas du tout climato-sceptique, puisqu'ils ont tous été formés à la fresque du climat, donc conscients des enjeux, effectivement on va parfois avoir du mal à pousser le projet environnemental, peut-être du fait du syndrome de l'autruche, qui fait que comme les conséquences sont pour 2050 à 2100, on est un peu rassuré sur cette échéance lointaine. Et de fait, là, on a une vraie inertie qu'il faut combattre au quotidien. Emmanuel, un mot, ou même si peut-être vous avez une jeune expérience pour l'instant, mais il y a eu quand même des remontées quand on a échangé avec vos collègues élèves directeurs sur ces sujets? Oui, alors peut-être déjà pour rebondir sur la question précédente et le mettre en élément positif, vraiment, c'est que
l'ensemble des techniques de financement qui sont pas nécessairement toujours très élaborées, mais qui sont efficaces, n'est pas exploré aujourd'hui. Donc c'est une vraie chance en termes de construction des projets d'avoir tous ces outils à disposition. Les MGPE ont été cités, mais il y a aussi l'intracting qui se développe. Et même si chat est chaud, craint l'eau froide, les PPP ont aussi un rôle à jouer. Et sur ce point-là, il y a une très bonne note de la Fondation Terra Nova qui avait été faite par Benoît Thirion sur le financement de la transition écologique et des grands investissements nécessaires que vous pouvez voir parce que ça donne un bon panorama. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités techniques en termes de financement. Là où on est peut-être un peu plus en difficulté, c'est dès lors que tous ces contrats et ces projets reposent à terme dans leur équilibre économique sur un juste dimensionnement des économies d'énergie qu'on peut espérer, puisque c'est à partir de ça qu'on se finance. Il faut qu'il y ait une montée en compétences sur les capacités à estimer justement ces économies possibles, et donc la nécessité de connaître parfaitement le parc bâtimentaire de chaque hôpital, ce qui est un défi. Maintenant, dans les éléments, dans les leviers de réussite dont vous parliez, Julien, pour les jeunes managers en termes de remontées qui ont été faites par des camarades de promotion sur des projets qu'ils ont menés, c'est que ce qu'on appelle ça, c'est comme ce sont des projets qui sont très souvent confiés aux élèves directeurs pendant leur stage de direction, donc les 6 derniers mois de leur formation, 6 à 8 derniers mois de leur formation, ça leur permet une montée en compétences très rapide sur ces sujets-là, et ça en fait pour les équipes de direction à l'avenir dans lesquelles ils prendront leur poste des relais très importants justement en termes d'ingénierie de projet. Le temps est décollé. Non. Et donc en termes d'ingénierie de projet, et donc je recommande aussi et j'incite les directeurs qui recruteront des élèves directeurs à se pencher sur ces compétences-là des EDH, parce que c'est une vraie richesse à mon avis. J'allais rebondir, excusez-moi Emmanuel, je vous ai perturbé dans votre réponse, mais justement pour enchaîner sur cette dernière question, enfin avant-dernière, c'est quand même un point que j'aimerais aborder avec le CHI de Mont-de-Marsan sur ce lien avec la ville aussi, mais Emmanuel, vous êtes venu nous voir pour travailler avec la EDH l'an dernier. Nous nous sommes rencontrés et j'ai eu la chance et le plaisir de discuter avec un certain nombre de vos camarades de promotion. Et justement, peut-être la question se pose un peu plus à vous, mais on pourra avoir le regard un petit peu de gens déjà plus expérimentés sur la place de ce sujet dans un cursus de formation de décideurs publics comme ceux des directeurs d'hôpitaux. Voilà, comment vous le voyez aujourd'hui? On l'a un peu abordé en creux depuis vos premières réponses. Est-ce que vous pouvez compléter et peut-être ensuite voir ce qu'en pensent vos aînés, entre guillemets? Alors, d'un point de vue culturel, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que aujourd'hui, la formation de l'école des hautes études en santé publique, donc qui forme les élèves directeurs d'hôpital, est plutôt au niveau, parce que si on sonde la promotion maintenant dans tous ceux qui sont présents sur le salon, je pense que il y en aura 90% au moins qui seront capables de vous dire, de vous citer les grands ordres de grandeur du rapport du Chiffre Project, donc que la santé c'est 8% de nos émissions, que les bâtiments hospitaliers c'est à peu près 38% des émissions du monde de la santé. Donc tout ça en termes de grande masse, connaissances culturelles, il me semble qu'on est plutôt bout. Bon, là, en revanche, où on n'est pas bon, c'est considérer que ça, c'est une formation aux enjeux de la transition écologique et énergétique. Parce que c'est très bien de connaître les perspectives, d'avoir le diagnostic en tête. Mais si on n'a pas de formation à l'ingénierie financière, à la conduite de projets en matière de transition énergétique, à tous ces éléments qui sont vraiment des connaissances techniques et qui ne sont pas du tout le cœur de métier d'un directeur d'hôpital, parce que ce sont des sujets sur lesquels on peut se reposer sur des prestataires, des bureaux d'études qui nous font des diagnostics qu'on exploitait jusqu'à présent. Eh bien, il me semble qu'on n'aura pas fait l'intégralité du chemin. Il y a encore cette montée en compétences qui est nécessaire. Merci Emmanuel. Je vais poser la dernière question et vous laisser répondre en même temps peut-être à ces deux sujets. D'abord Monsieur Campès, ensuite Nicolas, en rajoutant peut-être une question on s'était mis en complément sur une notion, Camille, que vous aviez portée sur le fait que l'hôpital, peut être aussi un laboratoire de solutions sur un territoire. Donc je vous laisse rebondir peut-être sur cette question de formation. Ensuite peut-être
dériver sur ce question de laboratoire de solutions. Et puis il nous reste 4 minutes avant de conclure. Peut-être sur la formation, moi peut-être je rajouterais la question de la gestion de projet, parce que au-delà de la technique, j'ai l'impression qu'il y a une amélioration effectivement de l'apport technique dans la formation, mais il y a aussi la question de comment en tant que manager, directeur, en position de stage ou en position de poste, je vais m'y prendre pour traiter ce sujet transversal, complexe, difficile parce que tout le monde ne le pense pas prioritaire. Donc voilà, je trouve que c'est ça aussi qui doit nous mettre sur le terrain vraiment en faisant fonction en fait. Et sur la question, donc sur votre question, Julien, je pense, je crois que je suis pas toute seule à le penser, mais je pense que l'hôpital, il est pas que dans ses murs. Il y a plein d'occasions qui nous font penser avec nos partenaires, nos acteurs locaux, les projets en transversalité. Et je crois que le développement durable, c'est une chance justement pour pouvoir sortir de l'hôpital ou faire venir dans l'hôpital. Je reviens à la chaufferie biomasse, mais ça a quand même été l'occasion de faire venir des entreprises extérieures, des partenaires. On a essayé aussi de réfléchir le circuit. Comment est-ce que je travaille le circuit court? Comment est-ce que je crée de l'emploi sur un territoire? Comment est-ce que je privilégie le bois dans nos forêts landaises, mais à proximité pour pas aller trop loin? Et alors certes, ça en fait une complexité, mais quand on arrive, dans les Landes, on dirait un peu valider l'essai, quoi, si je suis au rugby. Mais quand on y arrive, du coup, ça fait sens pour les professionnels, mais ça nous permet aussi de communiquer avec nos partenaires sur notre territoire dans une dimension un peu plus ambitieuse que juste changer le comportement de l'hôpital, de ses agents. Donc voilà, au-delà de ce qu'on peut faire sur la prévention, sur la santé publique, je pense que la transition énergétique, c'est aussi une façon de faire adhérer des comportements qui sont autour de nous. Il y a un élément, je rebondis Camille en 1 minute sur ce que vous venez de dire. La transition énergétique, c'est un enjeu global, mais c'est un enjeu local. C'est à la maille de l'établissement, c'est à la maille de la région que les projets vont se construire. C'est en concertation avec le tissu local, avec la géographie, que la meilleure solution sera trouvée. Donc ne jamais oublier que c'est à chaque fois du sur-mesure que ça devrait être construit. Et je finirai en disant que le sujet des compétences est essentiel, que c'est aussi pour ça que NJ Solutions s'engage aux côtés de l'école des hautes études de la santé, parce que nous sommes absolument convaincus que c'est parce que on aura le plus de gens éclairés à cette complexité qu'on pourra apporter et construire ensemble les solutions les plus performantes. Merci Nicolas. Est-ce que un mot de conclusion? Il nous reste 30 secondes. Ouais, je vais être bref. C'est effectivement le cœur du message, à mon avis, que l'hôpital aujourd'hui est au cœur d'une triple transition. D'abord en matière de conception de la santé, mais aussi en ce qui concerne sa place dans le territoire et plus généralement la transition écologique. Donc l'hôpital n'étant pas une île qui est au milieu de la mer, il est profondément en lien avec son territoire, il doit continuer à mon avis à l'être de plus en plus, et en ça il a un rôle d'entraînement aussi en termes de diffusion des bonnes pratiques. Bon, il y a techniquement les réseaux de chaleur qui jouent ce rôle-là dont vous pourriez parler longtemps, Julien, mais il a un vrai rôle d'entraînement et d'exemplarité qui doit toujours être renouvelé, mis en valeur pour l'avenir de la transition du monde hospitalier. Et je reprendrai donc le mot de Camille, de transformer l'essai, puisque je pense que face à la complexité de tous ces sujets, vous avez compris que c'est d'être ensemble autour de la table qui nous permet d'avancer ensemble. L'hôpital soigne les gens, doit aussi soigner la planète. Je vous remercie pour votre attention.